Fontainebleau, plus que tout autre château en France, symbolise la souveraineté, la maison de famille des rois de France, transmise de génération en génération du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Étonnamment situé en plein cœur de la ville, ce château impressionne par sa splendeur, mais surtout par sa grandeur et son éclectisme. C'est la directrice elle-même, Marie-Christine Labourdette, qui nous accueille dans ce magnifique écrin, témoignage de l'histoire royale française. Alors Fontainebleau est à 60 km au sud de Paris, mais c'est déjà effectivement la campagne, dans le sud du département de la Seine-et-Marne, le plus grand département d'Île-de-France. Ce château est un endroit exceptionnel puisqu'il permet aussi d'être au cœur de la nature. Il est en effet situé au cœur aussi de la forêt de Fontainebleau, qui est le plus grand massif forestier d'Île-de-France, qui a été créé pour et par le château, pour et par les rois de France qui venaient y chasser et aussi y savourer la nature. Vraie demeure des rois, maison des siècles. Selon la formule de Napoléon Ier, le château continue sa fonction de résidence royale jusqu'à son neveu Napoléon III, sous le Second Empire. Ainsi, Fontainebleau propose un panorama complet de plusieurs siècles d'histoire de France. C'est en 1927 que le Palais national devient un château-musée chargé de conserver, pour l'éternité, les vestiges de l'histoire. Anatole France dira même en 1889 « Je voudrais que tous les Français fassent le pèlerinage à Fontainebleau. Ils y apprendraient à respecter, à admirer, à aimer l'ancienne France qui a enchanté ses prodiges. » Alors, installez-vous confortablement pour vivre la vie de château. Le château de Fontainebleau est un lieu exceptionnel, c'est un château immense qui représente pour le château lui-même 45 000 m² avec 1536 pièces qui sont réparties autour de 5 cours qui elles-mêmes correspondent à des espaces très différents qui permettent de raconter toute l'histoire de l'art, puisque vous avez une grande cour de la Renaissance, une cour qui remonte au Moyen-Âge, une cour qui a vu les adieux de Napoléon, une cour qui est une cour 18e, bref, des espaces qui vous racontent à la fois toute l'histoire de France et aussi toute l'histoire de l'art et de l'architecture. Nous avons aussi 22 000 m² de toiture, 2200 fenêtres, donc vous imaginez à la fois faire les carreaux et refaire et les entretenir, et donc à peu près un circuit de visite de 150 pièces qui permet à tous nos visiteurs de découvrir 800 ans d'histoire de France et donc aussi une variété infinie de rapports entre la nature et l'architecture. Ce château est ouvert sur ses jardins, son parc, avec des espaces très très variés. Le parc du château de Fontainebleau est un parc qui fonctionne avec un très grand canal, un rapport à l'eau très intime, très fort, qui a été créé dès le Moyen-Âge, avec un étang, un grand canal d'1,2 km de long, un très grand jardin classique, construit par le nôtre, qui représente le plus grand parterre d'Europe, un jardin anglais, qui a été créé par Napoléon Ier, et un jardin plus intime, qui est le jardin de Diane, qui était le jardin privé des reines de France. Donc des espaces très variés qui permettent de créer autant de surprises dans les visites des bâtiments que aussi dans les visites des jardins.
Le château de Fontainebleau est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981, à la fois justement en raison du caractère tout à fait exceptionnel de son architecture et de l'ensemble des grands décors qu'il y abrite, aussi en raison du fait que c'est le château royal le plus meublé qui existe en France, et aussi qu'il est entouré de toute cette couronne de protection naturelle qui lui a permis de préserver un caractère d'authenticité exceptionnel. Donc quand vous rentrez dans Fontainebleau, vous y arrivez par la cour d'honneur, qu'on appelle aussi la cour des adieux, puisque c'est là que le 20 avril 1814, Napoléon dira adieu à sa garde avant de partir en exil à l'île d'Elbe. Ensuite, après avoir admiré cette cour dans laquelle vous avez, dans l'aile Louis XV, le musée Napoléon Ier, et vous avez devant vous un exemple extraordinaire de l'architecture de la Renaissance et du XVIIe siècle, vous passez dans la cour de la Fontaine, qui est le plus bel exemple d'architecture de la Renaissance qui existe en France, avec une aile conçue par Primatis, une galerie qui abrite la galerie François Ier et qui donne l'intelligence de la perspective architecturale. Et ensuite, nous passons dans une autre cour qui est la cour ovale, qui est la cour royale du château, la cour la plus vénérable, celle sur laquelle se dresse le donjon qui abritait la chambre du roi et qui est fermée par cette porte du baptistère. Et derrière, une autre cour extraordinaire qui est la cour Henri IV, que le roi a construit pour pouvoir donner encore plus d'ampleur au château, mais les travaux seront interrompus par son assassinat en 1610. Fontainebleau est la résidence royale la plus ancienne de France. Il reste notamment des traces de 1137 avec Louis VI le Gros grâce au donjon. Ce dernier abritait la chambre du roi de France, dans laquelle est né et mort le premier des rois maudits, Philippe le Bel. Jean Vitet, conservateur en chef du patrimoine, nous raconte l'histoire de Fontainebleau et de ses grands souverains. Une des périodes les plus fastueuses du château, c'est celle de François Ier, c'est la plus connue. Les apports de François Ier ont été très importants. Donc François Ier arrive au château, enfin intervient dans le château à partir de 1532. François Ier va à la fois rénover les bâtiments et réaliser un certain nombre de grands décors dans le château. Les décors intérieurs qui subsistent en partie. Le décor principal, et bien évidemment, c'est la galerie François Ier. C'est une galerie qui est terminée en 1537. Les autres apports du souverain sont nombreux à Fontainebleau. On peut notamment citer le salon François Ier, mais surtout cette salle de bal, sorte de salle des fêtes servant aux banquets et aux réceptions. Sous François Ier, cet espace était une loggia, balcon à l'italienne de la Renaissance. Et comment ne pas citer la chambre de la duchesse d'Étampes, la favorite du roi, qui fut transformée par Louis XV en 1749 comme escalier. Sur les murs, on peut apprécier la représentation du mariage d'Alexandre et de Roxane, inspirée d'une composition de l'atelier de Raphaël. Bien sûr, l'un des autres joyaux de Fontainebleau, c'est l'immense galerie des Serres, ornée depuis 1960 d'une collection de sculptures en bronze moulées par Primatis pour le roi en Italie, dont les bronzes ont été fondus à Fontainebleau. Sous Henri IV, elle est ornée de représentations des châteaux appartenant à la couronne et entourée de leurs domaines de chasse. Le règne d'Henri IV est également une période fastueuse du château de Fontainebleau. Henri IV va considérablement agrandir le château. Il va au moins multiplier par 2 la surface du château en rajoutant un grand nombre d'ailes et de bâtiments au château qui subsistent encore. Je pense en particulier à ce qu'on appelle la cour des cuisines. Au niveau des décors intérieurs,
il a laissé un décor majeur qui est celui de ce qu'on appelle aujourd'hui le salon Louis XIII, on appelle un peu improprement le salon Louis XIII, mais qui est en fait l'œuvre d'Henri IV. Une autre pépite du château, c'est ce magnifique escalier en fer à cheval, conçu par l'architecte Jean Drouet du Cerceau sous Louis XIII. Cet escalier, aux formes atypiques, construit entre 1632 et 1634, permet de mettre en scène l'accès à la galerie François Ier et aux grands appartements. Le 20 avril 1814, il entre définitivement dans la légende et devient l'un des emblèmes de Fontainebleau en devenant le théâtre des fameux adieux de Napoléon Ier à sa garde. Depuis le 12 avril 2018, une campagne d'appel aux dons est mise en place sous l'égide de la Fondation du patrimoine pour sa restauration. Ainsi, ce ne sont pas moins de 2 200 000 € qui sont récoltés pour le restaurer intégralement. On peut également citer la majestueuse chapelle de la Trinité, reconstruite sous François Ier, mais transformée par Henri IV, qui ajoute sa voûte actuelle. Les travaux de décoration sont confiés au peintre Martin Fréminet. Le baptême de Napoléon III s'y déroule en 1810. C'est également ici que le mariage de Louis XV avec Marie Lesinska est célébré en septembre 1725. Louis XV va laisser un certain nombre de décors majeurs dans le château, notamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui la salle du trône, mais qui, depuis le XVIIe siècle, était la chambre du roi. Louis XV va faire agrandir et rénover donc cette salle en l'enrichissant de boiseries remarquables. Et Louis XV va surtout faire réaliser un décor majeur de son règne, qui est donc la salle du Conseil, qui est l'un des plus beaux décors Louis XV que ce souverain ait laissé, et qui est un décor tout à fait original, dans la mesure où il conjugue à la fois l'ornemental et le contenu iconographique. On trouve dans cette salle l'évocation d'un certain nombre de vertus sur les murs qui sont peintes, et également un décor donc très important, puisque c'est le grand peintre François Boucher qui va en réaliser le plafond autour du thème d'Apollon, ça n'est pas rien, et également son contenu coloré. Donc une pièce tout à fait exceptionnelle qui nous a été laissée donc par Louis XV et qui a survécu à toutes les transformations du château. L'un des autres souverains emblématiques de Fontainebleau, c'est Napoléon III, neveu de Napoléon Bonaparte. À la suite de son coup d'État, l'empereur souhaite retourner vivre à Fontainebleau, lieu qu'il affectionne particulièrement puisqu'il y a été baptisé. Du reste, sa mère, la reine Hortense, a toujours été extrêmement sensible au charme de Fontainebleau. Ainsi, ils y invitent ses convives, organisent des fêtes et pratiquent de nombreux sports grâce aux lacs, aux forêts et à l'hippodrome. 2023 est une année très spéciale dans l'histoire de Napoléon III. Donc Napoléon III, ayant été le dernier souverain qui a vécu à Fontainebleau et ayant aussi beaucoup aimé ce château qu'il a bien entretenu et où il a créé le théâtre impérial notamment et développé la fête impériale, il nous semblait légitime que pour commémorer les 150 ans de sa mort en exil, évidemment, après la chute du Second Empire, on puisse célébrer et redire à quel point ce souverain avait été important pour ce château et aussi donc pour la transmission de ce très grand patrimoine à la génération d'aujourd'hui et à tous nos contemporains. Donc nous voulions dire merci à Napoléon III et ça nous semblait légitime de le faire à travers cette évocation. Lorsque Napoléon III et Eugénie s'installent au château de Fontainebleau, ils prennent naturellement possession des appartements de souverains, c'est-à-dire finalement l'ancien appartement de Louis XVI et l'ancien appartement de Marie-Antoinette. Cette occupation du château, elle a lieu foncièrement dans ce qu'on appelle les grands appartements. Ça, c'est une dimension qu'il ne faut
pas oublier. On a évoqué la muséification, cette pré-muséification tout à l'heure, mais en fait Napoléon III et Eugénie vivent finalement au sein du château comme le faisaient leurs prédécesseurs et vont utiliser les grandes salles historiques, hein, que ce soit le salon Louis XIII comme salon de compagnie, que ce soit la salle de bal aussi comme lieu de réception. C'est dans cette salle de bal où on accueille des dîners de 250 couverts avec un service à la française, et c'est effectivement le lieu dans lequel se déroulent et les bals et les grands dîners de gala. Et c'est finalement cette manière de recevoir à Fontainebleau qui va générer la création d'autres espaces que sont notamment le théâtre. Le théâtre impérial correspond aux premiers grands travaux de Napoléon III au château de Fontainebleau. On élit à ce moment-là une espèce de friche qui se trouve dans la partie occidentale de l'aile Louis XV, donc du côté de la cour d'honneur. Donc l'idée, c'est finalement de se mesurer à Versailles, puisque les modèles de ce théâtre sont l'Opéra Royal de Versailles et le théâtre de Marie-Antoinette à Trianon, pour créer finalement donc cette salle de spectacle qui offre un niveau de luxe absolument inouï. On n'a jamais vu ça dans un théâtre de cour. Ce sont des moquettes, des soieries sur les murs, chaque invité avec un siège capitonné, une débauche d'ornements dorés sur les parois. Donc cette salle de spectacle absolument inouïe par son luxe est aussi une sorte de caprice extrêmement coûteux, puisque c'est un lieu qu'il faut chauffer, qu'il faut éclairer, qui nécessite que l'on fasse venir par trains spéciaux les acteurs et leurs décors avec leurs costumes. Finalement, c'est une salle de spectacle qui ne fonctionnera que 10 fois pendant le Second Empire, c'est-à-dire depuis son inauguration le 13 mai 1857 en présence du grand-duc Constantin de Russie, le frère du tsar, jusqu'au dernier séjour en 1868. Le théâtre, c'est un petit peu la tête, c'est la proue du navire que Napoléon III et Eugénie aménagent à Fontainebleau, mais comme on pouvait le dire, ce théâtre finalement a assez peu fonctionné pour différentes raisons, à la fois le coût de fonctionnement, de maintenance de ce lieu, et aussi un certain nombre d'événements qui ne permettent pas forcément d'offrir à la cour des spectacles. Et c'est finalement quelque part une chance absolument incroyable, puisque ce théâtre, à la chute du Second Empire, va finalement être abandonné et laissé de côté, et finalement va traverser presque tout le XXe siècle sans avoir subi aucune modification. Et finalement, l'idée de restaurer le théâtre naît dès les années 1960, avec des études qui sont lancées dans les années 1980, reprises au début des années 90, mais il faut attendre finalement un concours exceptionnel qui est l'aide des Émirats arabes unis via Abu Dhabi pour pouvoir offrir tous les fonds permettant la restauration de cette salle de spectacle qui est aujourd'hui donc ouverte à la visite, en visite guidée, permettant de découvrir ce lieu dans un état d'authenticité exceptionnel et avec sa machinerie et ses décors de scènes anciens qui sont présentés chaque année. À côté du lieu où sont organisées les soirées de l'impératrice, Napoléon III décide d'aménager son propre cabinet de travail, c'est-à-dire l'endroit où il va s'enfermer, c'est-à-dire qu'il va quitter l'ancien cabinet de travail de Napoléon Ier au premier étage des grands appartements pour pouvoir s'installer au rez-de-chaussée avec une porte donnant directement dans le jardin anglais.
Et ça, ce n'est que la deuxième étape, l'ultime étant la création en 1868 du cabinet de travail de l'impératrice à proximité du cabinet de travail de son époux. Et ce nouveau cabinet de travail est aujourd'hui désigné comme Salon des Lacs, dans la mesure où il adopte sur ses parois tout un décor de panneaux de lacs de Chine, selon un modèle qui avait déjà été mis en œuvre au sein du musée de l'impératrice. Alors, nous nous trouvons dans le grand salon du lac, qui est donc cet espace aménagé à la demande de l'impératrice Eugénie en 1863, et c'est le lieu dans lequel se déroulaient les soirées de la cour sous le Second Empire, avec en premier lieu évidemment l'impératrice qui pouvait offrir à ses dames un thé, mais aussi organiser toute une série de distractions au moment des séries, c'est-à-dire finalement se livrer à l'exercice des charades, ces espèces de devinettes qui faisaient intervenir des mimes, qui souvent déclenchait l'hilarité générale, mais aussi la fameuse dictée de Mérimée, où, loin s'en faut, ce ne sont pas les Français qui obtiennent les meilleurs scores, mais la princesse Pauline de Metternich, donc autrichienne, avec néanmoins une très très bonne connaissance de la langue française. Et on pouvait aussi discuter, feuilleter des albums de photographie, passer du temps à lire, voire à écouter de la musique, mais pour éviter d'être dérangé notamment par des musiciens ou des domestiques, on avait installé dans ce salon un piano mécanique, une espèce finalement d'orgue de barbarie, et il suffisait finalement de tourner la manivelle pour pouvoir entendre les notes d'un répertoire à la mode. L'aménagement de ce salon souhaité par l'impératrice est vraiment caractéristique de ce goût du Second Empire pour le confort. On voit que la dimension de confort est absolument essentielle à travers notamment les sols qui sont recouverts de moquettes, la richesse, la chaleur, j'ai envie de dire, des tentures murales et l'accumulation absolument exceptionnelle de sièges pour pouvoir justement accueillir les invités de la cour, permettant ainsi de créer ces fameux cozy corners que l'impératrice aimait tant pour pouvoir rassembler ses invités. Juste à côté du grand salon du lac se trouve ce que l'impératrice Eugénie a appelé son musée. C'est en fait un lieu qui en réalité ressemble plus à un grand cabinet de curiosités au sein duquel elle a rassemblé ces espèces de trésors exotiques, en l'occurrence de très très nombreux objets chinois, siamois aussi, dans ces grandes vitrines qui ont été conçues spécialement pour accueillir ces objets qui arrivent en France en 1860, avec ces grands panneaux de lac, soit à fond noir, soit à fond doré, sur lesquels se déroulent des scènes de bataille, des scènes de palais chinoises, qui sont donc des paravents chinois en lac qui ont été découpés dans le sens de la largeur et qui ont été plaqués sur les murs pour pouvoir habiller ceux-ci. Et puis comme on peut le voir sur le plafond, on a aussi 3 tapisseries représentant les Bouddhas du passé, du présent et de l'avenir qui sont donc tendues sur le plafond. De la même manière, c'est le garde-meuble de la couronne qui fournit et les vitrines et le grand socle en palissandre qui accueille ces chimères de bronze doré ou ce grand stupa tibétain. Donc c'est vraiment tout un aménagement, j'allais dire, sur mesure pour pouvoir rassembler, concentrer cette très très belle collection d'objets asiatiques qui se constituent soit d'émaux, soit de porcelaine, de jade, de cristaux de roche, dont l'impératrice a voulu
concentrer toute la beauté au sein du palais de Fontainebleau. Outre les visites guidées et la possibilité de découvrir l'ensemble des collections permanentes, le château, qui est également un musée national, organise des expositions temporaires en rapport avec ses collections. Il abrite aussi un musée consacré à Napoléon Ier et au fonctionnement du Premier Empire. Depuis 100 ans, Fontainebleau accueille les écoles d'arts américaines qui, chaque année, viennent réaliser des masterclass avec des musiciens américains et des maîtres français. Il existe aussi une manifestation exceptionnelle et unique en Europe, organisée tous les ans en juin, le Festival d'Histoire de l'Art. La magie de Fontainebleau, c'est que ça vous permet à la fois de comprendre l'ensemble de l'histoire de France en 800 ans et en même temps l'ensemble de l'histoire de l'architecture et des arts sur la même période, mais de manière à la fois très douce, très belle. Fontainebleau est un château infiniment séduisant parce qu'il est la vie même. Alors, si vous souhaitez découvrir l'histoire de l'art et de la France à travers les grands souverains français, n'attendez plus et franchissez le pas de la vie de château.